Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. La vaccination contre la Covid-19 est relancée en région bruxelloise avec une dose de rappel qui est recommandée pour toutes les personnes à risque. Ça représente quand même 300 000 Bruxellois, donc près d'une personne sur 4. Alors comment se passe cette campagne de rappel? Quel est le vaccin administré? Où se faire vacciner? Qui vaccine, comment aussi faire circuler l'information vers tous les publics qui en auraient besoin et quelles sont les conséquences possibles quand on ne se fait pas vacciner. Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre à nos questions, nous accueillons Laurence Cuvelier. Vous êtes médecin, vous êtes aussi le vice-président du groupement belge des omnipraticiens, médecin généraliste on peut dire, pour être plus clair et plus simple. Nathalie Noël, directrice générale de l'administration de la COCOM, c'est la Commission communautaire commune, qui dépend donc de la région bruxelloise, qui gère un certain nombre de matières communes aux francophones et néerlandophones de Bruxelles, dont la fameuse vaccination contre la Covid-19. Je vais vous donner la parole dans un instant. Rappelez qu'il est donc possible depuis près de 3 semaines maintenant de se faire administrer une 4e dose de vaccin contre la Covid-19. Alors qui peut bénéficier de ce rappel? Réponse d'Alain Marron, ministre de la Santé du gouvernement bruxellois. Il était l'invité de notre matinale Bonjour Bruxelles, c'était le 14 septembre. Tous ceux qui veulent, avec priorité en communication sur les plus fragiles, mais pour tous ceux qui veulent, ça commence le 15, c'est-à-dire demain, la campagne de vaccination. 200 pharmacies, les médecins généralistes, et éventuellement des infirmiers ou des infirmières s'il y a une prescription d'un médecin. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de grands centres de vaccination comme on a connu pour les précédentes vagues de rappel? Non, tout est décentralisé, mais dans 200 pharmacies, les maisons médicales, les médecins généralistes, etc. etc. Et c'est gratuit, il suffit d'aller, de prendre un rendez-vous et on est encodé. Et absolument. On a son vaccin. Oui. Avec Laurence Cuvelier, monsieur le docteur, donc tout le monde peut se faire vacciner, en tout cas ceux qui en font la demande. On va faire une distinction. Il y en a pour qui c'est sans doute plus utile et plus recommandé que d'autres. Oui, donc en fait, on n'est plus du tout dans la formation dans le temps, c'est-à-dire où c'était impératif pour tout le monde de se faire vacciner pour une question de santé publique. Là, maintenant, on vise les populations les plus fragiles, comme vient de dire le ministre. C'est vraiment ça le point, mais tout le monde peut se faire vacciner. Donc on n'essaye plus de freiner la propagation du virus, ce qu'on avait connu avec la première et la deuxième vague. On est plutôt dans l'idée, maintenant, on protège vraiment les groupes cibles, donc les groupes à risque. C'est qui les groupes à risque? Donc, d'abord les personnes âgées, toutes les personnes qui ont des fragilités, c'est-à-dire des traitements compliqués ou des cancers ou des choses dans ce genre, qui sont immunodéprimées. Et aussi les personnes en contact avec ces gens-là, parce qu'il est évident que si vous êtes notamment un professionnel de la santé, ou vous êtes un aide-soignant, vous êtes en contact avec des personnes, vous êtes porteur du virus, vous risquez d'être contaminé. Voilà, et aussi les personnes qui sont en surpoids, donc oui, ceux qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 40. Donc on peut considérer comme personnes à risque. Nathalie Noël, les seniors, donc les plus de 65 ans, font partie des groupes à risque. Ça veut dire que, par exemple, on va proposer la vaccination dans les maisons de repos, ou on a commencé déjà à proposer la vaccination dans les maisons de repos? Oui, absolument. On fait une campagne auprès des maisons de repos et de soins. Donc, on leur indique que tant leur personnel que leurs résidents doivent être vaccinés et ils ont accès à la vaccination, effectivement, dans des conditions privilégiées. Ça reste sur base volontaire, donc il n'est pas question d'imposer cette dose de rappel comme il n'a pas été question d'imposer les premiers vaccins, même si à certains moments il y a eu de forts incitants, notamment si on voulait maintenir une vie sociale. On n'est plus là-dedans. Pas du tout, on n'est plus là-dedans, c'est fortement recommandé, nous insistons vraiment pour que les personnes à risque et effectivement, comme le docteur Cuvelier le disait, le personnel soignant et les personnes proches de ces personnes à risque se fassent vacciner, mais il n'y a pas d'obligation à le faire. Oui. Est-ce qu'on peut comparer avec la situation de la grippe, Laurence Cuvelier? Est-ce qu'on peut dire que quand on est une femme enceinte, une personne immunodéprimée, quand on a un certain âge, quand on est résident de maison de repos, c'est fortement recommandé de se prémunir de la grippe? C'est la même chose pour la Covid-19? On arrive un peu dans le même type de schéma? Tout à fait. Alors, la chose est que probablement que toute la population était en contact avec la Covid, ça c'est évident, mais... ça veut dire qu'on a développé des anticorps, une forme d'immunité. Alors l'immunité des vaccins est meilleure que l'immunité naturelle. Ça c'est ce qu'il faut rappeler. Et donc assez paradoxalement, les gens qui n'ont jamais été vaccinés, il vaudrait mieux qu'ils se vaccinent.
Ouais. C'est un peu curieux parce que c'est probablement ceux qui ne se vaccineront pas, mais probablement ce sont les personnes qui sont plus à risque que d'autres. Oui, et alors comment ça marche justement? Parce qu'on parle d'un rappel, donc c'est la 4e dose, si j'ai fait les 3 premières c'est facile, Oui. J'arrive à la 4e. Si j'ai pas fait le 2e ou le 3e, que j'en ai sauté une ou l'autre, mais que je veux quand même faire la 4e, ça marche aussi? Oui, il n'y a pas d'importance. De toute façon, là maintenant, ce sont les dernières souches qui sont en circulation, donc maintenant, ça n'a pas d'importance de ne pas être vacciné contre toutes les souches. Voilà. Mais donc si on veut faire, même si c'était une première dose, on peut le faire maintenant. Oui, ça reste conseillé si on est dans le oui. groupe des personnes à risque. Qui vaccine? On a entendu le ministre Alain Marron dans l'extrait tout à l'heure qui disait cette fois-ci il n'y aura pas de grand centre de vaccination. Pourquoi on renonce au centre de vaccination? On ne s'attend pas à une affluence énorme comme comparable à la première vague par exemple? C'est-à-dire que les centres de vaccination, ils répondaient à une stratégie particulière qui était qu'on devait vacciner vite et beaucoup de personnes au même moment. Et donc il fallait une capacité importante pour répondre à cette demande. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration-là. Les publics cibles que nous visons, ça représente 320 000 je vais y arriver, 320 000 personnes à Bruxelles. Ouais, c'est quand même un Bruxellois sur 4. Un quart de la population, effectivement. On sait qu'on n'arrivera pas aux 320 000, mais ça représente 320 000 personnes. Et donc, notre stratégie est différente pour après, en post-pandémie. C'est que nous visons vraiment la première ligne de soins, les médecins généralistes, le professionnel de santé et la pharmacie. Comme le ministre l'a rappelé, les pharmacies sont vraiment un pilier de cette stratégie. Il y a 200 pharmacies participantes et jusqu'à présent, les personnes qui se font vacciner à 82% en pharmacie. Ouais, donc on peut se faire vacciner par son médecin généraliste, en pharmacie, par un infirmier aussi, si on a une prescription du médecin. Comment réagissent les médecins à l'idée que les pharmaciens vaccinent? Ça n'a pas toujours été bien accepté par les médecins, cette idée. Alors, il y a différents... C'est un débat un peu vaste et donc le GBO a réagi vis-à-vis de ça. On a trouvé que cette mesure arrivait trop tôt. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai pas d'objection à ce que les pharmaciens vaccinent, mais on a quand même des problèmes en sachant comment et où c'est encodé, notamment. Ça, c'est... Alors les autres choses, on n'aime pas que des mesures soient prises ponctuellement en relation entre les différents prestataires de première ligne. Et donc, voilà, cette mesure a été prise sans beaucoup de concertation, ça nous a un peu choqués. Et donc, voir qui fait quoi, ça ne devient pas toujours clair dans la question. Ouais. J'ai autre chose à dire, mais c'est concernant la grippe et le Covid. Oui, mais donc c'est plutôt une question de relation entre les différents métiers de la santé et leur autorité de tutelle. Oui. Si je vous comprends bien, on va signaler à l'adresse d'un site internet, ça s'appelle coronavirus.brussels. Et là, on va trouver toutes les adresses, Nathaniel. Il y a même une carte interactive. Je peux regarder près de chez moi qui vaccine. Pour faire vacciner, que ce soit par le docteur Cuvelier ou un de ses confrères ou par un pharmacien, je dois prendre rendez-vous ou pas? Alors, dans les pharmacies, pas. Chez votre médecin, ça dépend de votre médecin. Et effectivement, c'est soit en consultation ouverte ou sur rendez-vous, mais ça dépend vraiment de votre médecin généraliste. Ouais, mais donc, il est conseillé de peut-être passer un petit coup de téléphone avant pour s'assurer... Certainement, c'est une consultation comme une autre. Alors, c'est le vaccin Pfizer ? C'est Pfizer, oui. Donc c'est celui à ARN messager, pour ceux qui ont suivi les débats pendant les premières vagues de la Covid-19. Est-ce qu'il est différent des vaccins qu'on a administrés dans le passé, dans les vaccinations ou doses de rappel précédentes? C'est la même technologie vaccinale qui est adaptée aux derniers variants, dont ceux qui ont démarré dans l'été, on dirait. Laurence Cuvelier, vous confirmez? Il est efficace contre les variants qui sont actuellement en circulation? Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, oui. Ça fait 3 semaines qu'on a lancé cette dose de rappel. Est-ce que vous avez déjà une idée du suivi ou de l'attention que lui accordent les Bruxellois? Il y a déjà beaucoup de Bruxellois vaccinés en 3 semaines? Oui, on a dépassé les 10 000 Bruxellois vaccinés et on voit que notre courbe de personnes qui vont se faire vacciner augmente. Donc on a atteint les 1000 personnes par jour. Donc on est dans les chiffres auxquels on s'attendait. Oui, c'est un chiffre satisfaisant pour vous?
Je ne sais pas s'il faut parler de satisfaisant ou pas satisfaisant. L'important, c'est vraiment de sensibiliser toutes les personnes qui sont à risque à aller se faire vacciner. On n'a pas de chiffres cibles, on n'a pas de goal. Il n'y a pas un objectif qu'il faudrait non, on n'est pas dans la question de la couverture vaccinale comme on l'était pendant la pandémie. Oui, si je regarde un petit peu les chiffres du passé, il y a quand même 84% des plus de 65 ans en région bruxelloise qui avaient fait les 3 doses. Ça veut quand même dire que les plus fragiles, a priori, ils se vaccinent plutôt bien. Tout à fait, et 70% pour l'ensemble de la population de plus de 18 ans à Bruxelles. Donc ce sont des chiffres extrêmement bons pour notre pays. Ouais. Vous avez commandé combien de doses, si ce n'est pas indiscret? Il y a 200 000 doses commandées. Donc voilà, donc on peut vacciner 200 000 Bruxellois, et s'il faut aller plus loin, j'imagine que vous pourrez en commander davantage. Je voudrais qu'on parle un petit peu de communication maintenant avec vous, Laurence Cuvelier, parce que ça a quand même été un très très gros débat. Alors il y a eu beaucoup d'expressions de gens qui étaient anti-vax, d'autres qui étaient sceptiques sur l'utilité du vaccin, d'autres qui attendaient un petit peu de voir, et puis d'autres qui n'avaient pas du tout l'information. Je pense que vous exercez près de la gare centrale, donc en plein centre de Bruxelles, un quartier où tout le monde n'a pas forcément l'habitude d'aller très souvent chez le médecin. Est-ce que le public bruxellois il reçoit bien cette information? Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce que les gens sont conscients? Est-ce que ce sont les professionnels de santé qui doivent le faire? Quelles sont les difficultés? Alors, je pense que quand on a un patient qui est tout à fait contaminé par les réseaux sociaux, c'est impossible de faire un débat, parce qu'il est... Mais généralement, on parvient par des voies détournées à quand même convaincre un certain nombre de patients à se faire vacciner. Mais on n'est plus dans l'enjeu maintenant comme ça aussi brutal. Parce que maintenant, quelqu'un qui ne se ferait pas vacciner, ça n'est plus aussi crucial que de devoir perdre un patient parce qu'il ne s'est pas fait vacciner. On n'est pas dans ce schéma-là. Donc, c'est moins émotionnant pour un médecin de voir que quelqu'un prend un risque. Ouais. Dans vos patients, ceux qui sont considérés comme étant membres d'une catégorie à risque, ils comprennent bien l'enjeu? Il n'y a pas de difficulté à les convaincre? Je crois que comme l'a dit Nathalie Noël, les personnes les plus âgées, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de débats dans ce sens-là. En général, ça marche très bien. Ouais. Ceux qui n'ont pas accès à la santé d'une manière générale, souvent les plus précarisés, qui ne vont pas souvent chez le médecin ou qui ne sont pas en contact avec les professions médicales, c'est important de leur faire passer l'information. On y arrive ou pas? C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'ils soient inscrits. Il faut quand même rappeler que 34% de patients en Bruxelles n'ont pas de médecin généraliste. Et donc ça, je ne sais évidemment pas les atteindre. Ils fréquentent les services d'urgence, c'est pas là où on fait de la prévention, c'est pas possible. Nathalie Noël, est-ce qu'il y aura des actions spécifiques pour des publics, par exemple, particulièrement précarisés? On pense aux personnes qui vivent en rue, par exemple, ou à des personnes qui sont très marginalisées. On peut aussi penser aux demandeurs d'asile. Il va y avoir des actions spécifiques pour ces publics-là? Oui, encore une fois, nous, on passe par les professionnels de santé dans cette campagne. Et donc, on a eu la même démarche, la même campagne vers les professionnels de l'aide et du soin, notamment du sans-abrisme. Donc, c'est à travers eux qu'on essaye de toucher ce public particulièrement fragile, particulièrement vulnérable. Donc, il n'y a pas de campagne en tant que telle de santé publique organisée par l'autorité, mais on est avec nos relais qui sont les relais de la première ligne. Donc, par exemple, lors des maraudes, par exemple, les infirmiers de rue, par exemple, pour citer ceux-là, vont peut-être faire passer ce message qu'ils estiment que c'est nécessaire. Il y aura une grande campagne de communication pour cette 4e dose ou c'est plus utile? Non, ce n'est pas notre stratégie. Nous ne communiquerons pas grand public. Encore une fois, on passe par les professionnels de santé, mais il y a des informations dans toutes les pharmacies et c'est aussi pour cela qu'on associe les pharmacies. La pharmacie, elle est au coin de chaque rue et donc ce sera visibilisé par ce biais-là aussi. Ouais. Je reviens vers vous, Laurence Cuvelier. Il y a le problème de la langue. On s'est rendu compte que parfois, lors des vagues précédentes ou lors des campagnes de vaccination précédentes, communiquer en français, en néerlandais, c'était peut-être pas suffisant. On peut ajouter l'anglais, mais il faudrait peut-être penser à d'autres langues. Est-ce que c'est une chose que vous pouvez vous aussi constater? Et puis, on a parlé aussi parfois de freins culturels avec des gens qui se méfient un petit peu des vaccins d'une manière générale, voire de la médecine occidentale, qui lui préfère des médecines traditionnelles. C'est une difficulté que vous pouvez rencontrer? Il y a en tout cas des contaminations par réseaux sociaux d'informations fausses dans certains milieux.
Et donc, ça, on a bien vu. Et donc, et ça continue malgré tout. Et c'est assez ahurissant de voir le nombre de choses. Donc, en fait, d'autres langues, oui, hein, il y a quelque chose comme 100 langues parlées à Bruxelles et on essaie de se débrouiller, en tout cas dans différentes langues. L'arabe ne pose pas trop de problèmes parce qu'en général, il y a quand même suffisamment d'arabophones. C'est plus difficile avec des gens qui viennent de l'Est parce que là, on rencontre plus de freins. Il y a moins de locuteurs dans ces langues-là qui peuvent traduire correctement. Ouais. Est-ce que pour convaincre du bien fondé de la vaccination, on doit utiliser des arguments rationnels ou est-ce qu'il faut parfois avoir recours, j'imagine que le médecin va peut-être tiquer à des arguments un petit peu marketing, rendre sexy la vaccination. Qu'est-ce qui marche le mieux? On va sourire. Non, mais je pense que ce qui marche, c'est la confiance du patient vis-à-vis de son médecin. C'est le relationnel. Autant pas rentrer dans une surenchère parce que je pense qu'à long terme, c'est pas bon, une surenchère. Et donc, parfois, il suffit d'une consultation où on donne les arguments, on laisse le patient réfléchir et puis on redonne les arguments. Ouais. Nathalie Noël, dans les vagues précédentes, on a parfois vu la COCOM réaliser des campagnes, y compris avec des youtubeurs, par exemple, pour toucher les jeunes. À le refaire, vous le referiez? Est-ce que ça a porté ses fruits ou pas? Oui, je pense qu'on aurait dû le faire plus tôt et plus intensément. Ça a apporté ses fruits parce qu'on a pu entrer dans les communautés, entrer dans des logiques culturelles différentes. Donc effectivement, c'était très utile. Et ça fait partie de nos réflexions pour nos campagnes futures, pour nos politiques de prévention futures. C'est de voir comment on approche mieux le terrain et des terrains tout à fait particuliers. Ouais, parce que là, on parle de la Covid-19. Il pourrait y avoir d'autres campagnes de vaccination. On peut parler de la grippe, on peut parler d'autres maladies. Ou il pourrait peut-être y avoir d'autres actions dans le futur. Oui, de la dépistage. Communication à Bruxelles, on sait que ça reste compliqué. Hein. Oui, c'est un enjeu en soi, effectivement. Alors, je vous propose d'entendre un second témoignage. On a parfois le sentiment que la Covid-19 a disparu. Alors, elle est plus discrète, évidemment, mais une disparition complète, c'est pas tout à fait exact. Si je ne me trompe pas, on parle de 300 cas détectés par jour dans l'ensemble du royaume. Oui, il y en a beaucoup plus, hein, parce que les patients font le test eux-mêmes, mais ce n'est pas déclaré. Il y en a beaucoup pour le moment. Ouais. Il y a encore beaucoup de personnes admises dans les hôpitaux? On n'a pas de chiffres récents, mais je pense qu'il y a un chiffre qui est vraiment important à rappeler, c'est que depuis le début de l'année, 120 personnes sont encore décédées du Covid dans notre pays. Et donc, ça reste une maladie mortelle pour les plus fragiles, pour les plus de 65 ans, on est bien d'accord, mais ça reste une maladie mortelle, il faut le rappeler. Alors, autre impact de la Covid-19, parfois, c'est ce qu'on appelle les Covid long. On parle de Covid long lorsque les symptômes persistent au-delà de 12 semaines. Il vient d'y avoir un colloque justement à l'Université libre de Bruxelles sur cette question. On va entendre un patient, il s'appelle Tommaso Antonacci, atteint de Covid long. Il est interrogé par Marie Charette. Le premier symptôme, c'est la fatigabilité. Vous voyez la batterie de votre vieux GSM qui, après un quart d'heure, est vide parce que tout simplement, elle ne fonctionne plus. Le Covid long, globalement, c'est ça. C'est un message important de dire que voilà, il y a un virus qui peut persister dans l'organisme et continuer à faire du dégât à bas bruit. On parle de plus en plus de morts subites. Moi, je pense que le premier coupable des décès soudains, c'est vraiment le fait du virus qui persiste dans l'organisme, qui peut être dans l'organisme et qui va alors passer dans la circulation sanguine et atteindre les organes. Ça peut créer des arrêts cardiaques. Donc, quand quelqu'un a un Covid, surtout ne pas faire de sport, c'est vraiment une recommandation qui est super importante parce que la myocardite n'est pas loin. Ouais. Alors, Laurence Cuvelier, ça c'était le témoignage de la patiente. Que dit le médecin? Covid long, on parle quand même de 8 à 10% des malades du Covid qui vont souffrir d'un Covid long. Ça passe encore un petit peu sous le radar ou pas? Oui, ça passe largement sous le radar. Les patients, souvent, ne se plaignent même pas, n'arrivent même pas à la consultation alors qu'ils ont des symptômes. Ouais. Oui. Est-ce qu'on arrive maintenant, bon, il y a des colloques, je vois qu'il y a des publications médicales qui sortent, il y a des recherches qui sont faites actuellement. On arrive à mieux cerner ce Covid long, à pouvoir le diagnostiquer, à proposer un suivi? Proposer un suivi, oui, mais le problème, c'est qu'il faut arriver jusque-là. Et je pense qu'il n'y a pas encore de prise de conscience. On a rencontré ça dans d'autres virus, notamment la mononucléose ou l'hépatite. Et donc, c'est un peu semblable à ce genre de pathologie où les symptômes sont relativement vagues et à lequel on ne sait pas vraiment mettre. Et donc, je pense que beaucoup de praticiens passent à côté, en fait. Ça veut dire qu'on est un petit peu, on va parler d'une maladie un petit peu dormante. Oui. Elle n'est pas
très invalidante ou très handicapante, mais elle se manifeste par moments. Mais c'est-à-dire que je pense que des gens sont très handicapés, mais le problème, c'est qu'on n'a pas quelque chose à se mettre sous la dent de vraiment très précis. Et ça, c'est toujours gênant dans un diagnostic. Donc c'est difficile de dire ça, c'est un Covid long. Je reviens vers vous, Madame Noël. Donc la COCOM lance cette campagne de vaccination. Vous venez de nous dire qu'il y a déjà 10 000 Bruxellois qui ont été vaccinés. Ça va monter en puissance dans les prochaines semaines. C'est ça l'objectif? C'est ce qu'on pense, oui. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui peut être considéré comme une personne à risque? Il faut à tout prix se faire vacciner? Oui, je pense que c'est une pratique sans risque qui peut éviter de gros dégâts sur votre santé ou sur celle de vos proches. Donc la vaccination est un acte simple qu'il ne faut pas passer à côté. Je ne suis pas dans les groupes à risque. J'ai par exemple une cinquantaine d'années, j'en ai une trentaine. Je suis même peut-être un jeune étudiant, mais je suis un petit peu angoissé par la maladie. Je dois me faire vacciner. Je peux me faire vacciner ou c'est pas la peine? Vous pouvez vous faire vacciner très certainement à partir de 18 ans. La vaccination est ouverte de la même manière que pour les groupes à risque, en pharmacie, chez les médecins ou via une infirmière à domicile. Et le vaccin est gratuit en pharmacie. Et c'est gratuit pour tout le monde, tous les actes sont gratuits. Le vaccin est gratuit et la consultation chez le médecin est une consultation normale, payante, mais remboursée. Voilà, et on aura un fichier quelque part où on saura qui s'est fait vacciner. J'espère. Moi, je sais que, en tout cas, moi, j'encode mes vaccins et donc c'est important. Oui, on ne sait pas qui est vacciné, on sait combien de personnes sont vaccinées. Il y a quand même une protection des données. Les médecins qui peuvent avoir accès au dossier de santé d'un patient, ils savent qui a été vacciné ou pas. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça le point crucial et c'est ça sur lequel on se base pour les vaccinations, de toutes les vaccinations. C'est l'espoir d'avoir une carte vaccination de toutes les vaccinations. Et donc que le médecin puisse savoir l'état réel de son vaccin, de son patient. Merci beaucoup, Laurence Cuvelier. Je rappelle que vous êtes médecin, vice-président du groupement belge des omnipraticiens. Nathalie Noël, vous êtes la directrice de la COCOM, la commission communautaire commune. Demain soir, dans Plus d'actu, on parlera de complètement autre chose. On parlera du projet de métro Nord. Faut-il maintenir l'extension du métro 3 à travers Scarbeck et Evere? Quels sont les avantages du métro par rapport au tram? Quel prix sommes-nous prêts à mettre dans ce projet? On en discutera avec Pascal Fraison pour le métro, pour l'extension. Il est échevin de la mobilité à la commune d'Evere. Et Michel Hubert qui est plutôt contre cette extension. Il est lui professeur à l'ULB. Puis demain matin, dans notre matinale, on reparlera, ça va vous intéresser, Laurence Cuvelier et Nathalie Noël, de la santé financière des hôpitaux bruxellois. On sera avec Dieter Goumard du réseau Gibis qui regroupe la plupart des hôpitaux et institutions de soins du secteur public en région bruxelloise. On recevra également demain matin Vincent De Wolf, Bourgmestre Beek et Adja Labib, la ministre des Affaires étrangères. Continuez à bien vous informer et à demain.